Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk PSG sur Revim Première et Canal Supporter. Nous sommes ensemble pour 30 minutes et nous allons revenir sur l'actualité chaude, très chaude du Paris Saint-Germain cette semaine. Avec nous en plateau, Stéphane Bitton de Foot 1, 2, 3, Marc Alvarez de Canal Supporter et Gary de Jésus pour Grinta FC. Vous pouvez retrouver sur le net notamment. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et oui, beaucoup de choses à dire. On va évidemment revenir sur l'affront du milieu de semaine, sur l'humiliation barcelonaise, 6-1 et l'élimination en Ligue des Champions, et également sur le retour à la vie normale avec la Ligue 1 ce week-end et cette victoire de 1 à Lorient. Ce sera dans les débats, mais d'abord la sélection rouge et bleue. Il va y avoir beaucoup de choses à dire et ça va grincer un petit peu, je pense, cette sélection rouge et bleue. Stéphane, pour commencer. Mais ce sera du rouge, un petit rouge pour Serge Aurier. Ça va grincer. Ça va commencer, oui. Serge Aurier qui aura vécu une semaine encore médiocre, une entrée complètement ratée, mais là il était dans la lignée de ses camarades. Mais en tous les cas, il a été extrêmement mauvais. Face à Barcelone au Camp Nou. Et puis hier soir, cet incident, 8 minutes 30 entre le moment où son entraîneur lui demande de rentrer et le moment où il rentre sur le terrain pour remplacer Meunier qui lui était blessé. Faute professionnelle grave, il les accumule. Il serait temps que ce club soit géré de façon professionnelle. Quand on veut devenir un grand club, on doit l'être partout et on doit l'être aussi dans la gestion des joueurs. Et ce joueur-là ne rentre pas ou ne devrait pas rentrer dans les plans d'un PSG conquérant à l'échelle européenne. Évidemment, on en reparlera dans les débats tout à l'heure. Marc. Alors moi, c'est un bleu pour provoquer. Ah bah tiens. L'âme espagnole de Marc va se réveiller. Oui, castillane. C'est bien précisé. Par rapport à la presse catalane, qui a vraiment réussi pendant 3 semaines son œuvre, elle a voulu parler de remontada, mettre ça dans tous les crânes et que ce soit prégnant chez les Catalans, mais ça a dépassé les frontières, c'est entré dans les têtes parisiennes et on les a vus pétrifiés, terrifiés. Quand on voyait leur visage avant la rencontre, on se disait « Oh là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» C'est traduit tout de suite au coup d'envoi. En tout cas, voilà, cette machine médiatique a très très bien fonctionné. Et juste pour finir, quand on voit que Sport, le journal catalan, reprend la une de l'équipe en disant on a gagné la guerre psychologique parce que l'équipe dit que le Barça est gonflé à bloc, on peut se poser des questions. Et oui, on a encore vu la une de l'équipe ce matin et qui a fait son choix sur Aurier plutôt que sur la victoire parisienne. Donc voilà, rien à dire sur le journal L'équipe aujourd'hui. On n'en pense pas moins. Gary. Alors moi, c'est un rouge très étonnant pour ceux qui nous suivent un peu depuis le début de la saison. Rouge pour Emery, pour un aspect de son caractère qui pense peut être préjudiciable pour le PSG, c'est la gestion de son stress. Il est très tendu. Il était très tendu avant le match du Barça et ça s'est ressenti, on le voyait, ça transpirait de tension. Et je pense que c'est quelque chose qu'il a pu faire passer à ses joueurs et c'est quelque chose qui est très négatif avant un grand match comme ça. Encore hier, on le voyait presque transpirer. Il était vraiment pas bien avant le match de Lorient. On le comprend un peu plus, mais avant Barça, avant le Barça, c'est quelque chose qui se sentait et qui n'est pas du tout bon, je pense. Voilà pour la sélection du jour. Place à nos débats, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Et on va démarrer ces débats avec le plus chaud, la Ligue 1, et on va revenir en tableau sur ce qui s'est passé hier soir. D'abord le résultat entre Lorient et le Paris Saint-Germain, cette victoire 2-1 grâce à un but contre son camp de Jeannot. Le premier but d'Nkunku également, et Siani qui avait réduit l'écart, qui avait donné quelques sueurs froides, notamment à Unai Emery. Le classement maintenant, après 29 journées, on va voir que Monaco est toujours en tête, toujours ces 3 points qui risquent de faire la différence en fin de saison. Le Paris Saint-Germain est désormais seul deuxième, parce que c'est le seul enseignement véritable de cette journée, c'est que Nice a perdu 2 points avec son match nul face à Caen. Et puis alors les 3 chiffres qu'on a voulu retenir de cette semaine, notre tableau de bord habituel de la Ligue 1, avec le premier but en carrière en Ligue 1 de Christopher Nkunku hier soir. Et puis on va revenir également un petit peu sur Barcelone. 7, c'est le nombre de matchs perdus par 5 buts ou plus d'écart par le Paris Saint-Germain dans son histoire. Ça revient à 2240 matchs. Et puis 175, c'est le nombre de minutes que le PSG a passé dans la double confrontation face à Barcelone, qualifié en quart de finale.
soit près de 90% du temps. Et Barcelone, ça correspond à peine 1%, vraiment les toutes fins de match, les dernières secondes. Voilà, pour un peu le détailler. Un chiffre qui vous marque plus que les autres sur ce qu'on a sorti? Le dernier est très très cruel. Il fait très mal. On remet un peu le couteau dans la plaie. Mais c'est vrai que ces 3 buts encaissés en 7 minutes, c'est quand même incroyable. Et les 7 matchs aussi dans l'histoire. Ouais. C'est pour montrer à quel point c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Et ça va faire plaisir à Stéphane qui connaît beaucoup de matchs du Paris Saint-Germain, qu'on a vu un paquet. Un sacré paquet, oui, tout à fait. Écoutez, oui, évidemment, le Paris Saint-Germain n'est pas habitué à ce genre de contre-performance, mais là, c'était le mauvais jour et le mauvais moment, et on va sûrement en parler par la suite. Mauvais timing, mauvais karma, voilà, pour le Paris Saint-Germain. Éliminé, évidemment, on reviendra, ce sera notre deuxième débat, plus concentré d'ailleurs sur Unai Emery. Mais d'abord, on va reparler de ce match à Lorient et de ce moral. On allait scruter d'abord ça, je pense, du côté du Paris Saint-Germain, savoir comment les joueurs allaient réagir. Est-ce que le PSG et ses joueurs ont un moral à toute épreuve? En démontre la victoire hier de buts 1? Non, on l'a vu hier soir, on a vu leur tête avant le coup d'envoi, on a vu leur tête pendant le match, on a vu leur tête après le match, un brin soulagé, mais évidemment, il va falloir du temps pour digérer une telle contre-performance. Et ce n'est pas une victoire face à Lorient qui va pouvoir faire grand-chose. C'était le service minimum, évidemment, parce qu'il y avait le risque aussi peut-être de perdre tout simplement le titre hier soir. C'est une très mauvaise semaine. Heureusement que c'était Lorient. Heureusement que c'était Lorient. C'était la mise en route parfaite. On y verra plus clair dès dimanche prochain. Là, pour le coup, il va falloir passer à la vitesse supérieure, repasser à la vitesse supérieure et aborder Lyon comme une équipe là qui, pour le coup, va tout faire pour empêcher Paris de gagner. Donc, on saura s'ils ont les ressources pour l'emporter. Et puis toujours, on le dit toujours, c'est le scénario du match qui fait les choses. Si Lyon ouvre la marque au Parc des Princes, qu'est-ce qui se passera? Là, on saura. Moi j'ai senti les Parisiens un peu groggy. On les sentait un peu perdus sur le terrain. Et comme j'ai dit, heureusement que c'était Lorient, parce que si c'était un Lyon qui les jouait tout de suite hier, ça aurait été très compliqué pour les Parisiens. On ne les sentait pas du tout dans le match. Le but en plus qui sort un peu de nulle part, le but contre son camp de Jeannot d'un corner. Bon. Je le répète, heureusement que c'était Lorient. Marc. Oui, je voulais dire, c'est que effectivement Lyon peut ouvrir la marque, mais le PSG n'aura plus jamais d'assurance. Là, je pense qu'il y aura toujours un doute, même quand il mènera 2-0, 3-0, il pourra toujours se dire que tout peut basculer. N'importe qui peut revenir. De Lorient, c'est ce qu'on ressent tout de suite. On se dit, oh, imagine que Lorient égalise, ça pouvait venir très rapidement. Mais ce sera le cas, oui, à Lyon. Après, il y a Monaco en finale. Et puis pour le reste, je pense que le PSG est définitivement fragile à ce niveau-là. Il n'y aura plus d'assurance, même quand il fait le break au score. L'autre chose que je voulais, parce que tu parlais du mental, c'est que c'est quand même pas nouveau. Moi, je trouve qu'on peut même faire une corrélation avec le match de Manchester City, où on s'attendait à notamment un match retour de notre calibre. On avait vu des Parisiens pétrifiés qui n'avaient rien produit. Alors, on avait tout mis sur le 3-5-2, mais il n'y avait pas que ça. Les joueurs avaient eu un peu cette même attitude. Voilà. D'accord, pas d'accord? Si, d'accord. Moi, je voudrais juste faire un petit clin d'œil à Laurent Blanc et à Zlatan Ibrahimovic, puisque c'était les deux freins pour que le PSG remporte la Ligue des Champions. Ni l'un ni l'autre n'était là mercredi soir. On a vu la suite. Donc voilà. Donc il y a un vrai problème au Paris Saint-Germain, qui est un problème plus profond que simplement ces deux joueurs. Évidemment, et qui est un problème de personnalité des joueurs qui sont là, parce que finalement ils ont du talent, tous. Ils l'ont montré, on l'a vu au match aller, il n'y a rien à dire. Cette équipe joue bien et ses joueurs en sont capables. Il manque aujourd'hui 2 ou 3 joueurs capables d'avoir cet ascendant moral sur un groupe, capable d'être là pour remonter. Parce qu'à 3-1 à la 88e, on ne va pas refaire le scénario. Dans n'importe quelle autre équipe, il y aurait eu quelqu'un qui aurait dit on reste tous devant, on dégage en tribune, il reste 3 minutes et on n'en parle plus. On était à 3-1. Donc même si au pire, il y avait une erreur d'arbitrage encore, ça faisait 4-1 et le PSG était toujours qualifié. Mais là, prendre 3 buts en 7 minutes et dans ces conditions-là, pour moi, c'est moral et c'est dans la tête avant tout. Le seul qui croyait même du côté du Barça, c'était Neymar, on le sentait. Bien sûr. Enfin, c'est Verratti qui l'a dit à la fin du match, il y a des joueurs qui m'ont dit que c'était terminé. Et moi, pour revenir sur Ibra et Blanc, moi je continue à croire que c'était des freins. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils auraient pu changer quelque chose.
Je pense que ils ont bien fait de prendre Emery, mais on sent qu'il faut quelque chose en plus encore. Non, mais je ne dis pas qu'ils auraient changé quelque chose, mais ils n'étaient pas les seuls freins, c'est la preuve. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien c'est sûr. qu'aujourd'hui, c'est que sur ces matchs qui ont été importants, face à Chelsea, face à Barcelone, face à City, eh bien, ils ont failli à chaque fois, et ils ont failli parce que justement, tout ce collectif était incapable de passer ces étapes parce que dans les têtes, ça n'a pas suivi. Quoi, moi, je pense que Emery, c'est le bon choix. Emery, c'est le bon choix, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Le club du Paris Saint-Germain est mal géré, on le voit. Dans son organigramme, c'est un peu n'importe quoi. Il manque un directeur sportif, on va le répéter, qui soit là comme Leonardo, qui puisse remettre les joueurs dans le bon sens. On voit hier, ce n'est pas possible ce qui se passe avec Aurier. C'est un exemple de plus de la mauvaise gestion du Paris Saint-Germain. Je vais te laisser. Non, mais, parce que je suis relativement d'accord. Oui, les joueurs ont failli. Emery n'a pas transmis aussi une crainte, etc. Je suis d'accord sur tout ça. Mais même en étant les plus mauvais du monde, c'est quand même l'arbitrage qui a fait basculer la qualification. Parce que ça, je ne veux pas qu'on passe quand même à côté. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a quand même énormément de l'arbitrage. Il ne faut pas être dépendant de l'arbitrage. Je rappelle quand même que le Paris Saint-Germain s'est présenté avec 4 buts d'avance. Il n'y a pas eu 5 fautes d'arbitrage. Non, on peut les lister. Non, mais même. C'est trop facile parce que. Le problème, c'est que si on dit c'est l'arbitrage, on repart avec les mêmes l'année prochaine et il se repassera exactement la même chose. Oui, mais c'est pas c'est que l'arbitrage. Mais ça en fait partie. La gestion psychologique est catastrophique. Évidemment. Et le scénario, on parle du scénario. On sait que pour surtout ne pas perdre un match quand on a de l'avance, ne pas prendre de but dans les 5 ne pas prendre de but au début, ne pas prendre de but avant la pause, ne pas prendre de but après la pause. C'est les 3 moments où le Paris Saint-Germain a pris des buts. C'est plus le hasard. Et des buts donnés en plus. Mais ça, je ne conteste pas. Effectivement, ils ont craqué, ils ont fait n'importe quoi. Ils sont même marqués un but contre leur camp, etc. Ils ont fait n'importe quoi. Ils étaient pétrifiés et mauvais, je suis d'accord. Mais n'empêche que même avec tout ça, avec un arbitrage même un petit peu maison, mais pas à ce point maison, il passait. On ne peut pas savoir. Peut-être que s'il n'y avait pas l'arbitrage, ils avaient poussé pour marquer un but de plus. On n'en sait rien. Mais 88e minute, si on enlève le coup de Neymar, c'est pas une erreur d'arbitrage. Et le pénalty. Oui, après oui. Alors on va arrêter le débat. Je pense qu'on n'arrivera jamais à terminer un débat arbitrage. Je pense que c'est sans fin. Donc on va couper là sur l'arbitrage. On va revenir à notre débat sur le mental et juste revenir quelques instants sur le match de Lorient rapidement. Pour vous, est-ce que Christopher Nkunku est le meilleur joueur de ce match? Ou est-ce que un autre joueur et Cavani? C'est anecdotique. C'est anecdotique. Merci Gary, on passe à autre chose. Alors, on va revenir sur Aurier, on n'en a pas beaucoup parlé à part avec Christophe. Avec Stéphane Bitton, pardon, fatigué. Voilà, c'est ça. C'est ça. Avec Stéphane Bitton tout à l'heure, est-ce que pour vous c'est scandaleux ce qui est arrivé ou est-ce que c'est simplement un fait de match et puis basta? Moi, je trouve ça scandaleux, c'est peut-être un peu exagéré, mais je trouve ça ridicule, c'est pas professionnel. Et moi, ce qui m'a fait surtout rire, c'est la réaction de Guedes à côté, qui était complètement stupéfait de voir son coéquipier pas prêt. Et voilà, ça m'a fait plus rire qu'autre chose, mais je comprends que pour un supporter du PSG, ça puisse énerver, et même au sein même du PSG, ça devrait énerver, et il devrait y avoir une sanction. Moi, je trouve ça scandaleux et j'en veux pour preuve les images d'Emery qui parle et qui met son doigt comme ça et qui lui dit « Regarde-moi » et j'ai vu ton comportement pas professionnel. Je pense qu'il a signé son départ du Paris Saint-Germain, probablement en fin de saison. Je ne vois pas comment ce garçon va inverser la tendance. En plus, avec Meunier qui lui a déjà pris sa place tout court sportivement, je pense que le Paris Saint-Germain ne pourra pas garder un élément comme ça. Il a maintenant une tonne de casseroles derrière lui. Ça s'accumule. Je pense que c'est une preuve. Ça doit être tout le monde dit que c'est un garçon charmant, mais je pense qu'en intelligence et en professionnalisme, il y a quand même des choses qui ne vont pas de ce côté-là. On va voir l'explication qui va être donnée, parce qu'on n'a toujours pas d'explication de la part d'Aurier, etc. Il a le temps. Oui, quand même. Il va falloir trouver. 8 minutes 30. Non, mais il va falloir l'imagination pour trouver une explication. Il a oublié. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'a priori, quand même, on va voir. Mais Thomas Meunier est sorti blessé. Et il pourrait l'être encore quelques jours et bien plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne reverra pas Aurier dans l'équipe. Je pense qu'Aurier va quitter le Paris Saint-Germain la fin de la saison. Non, mais là, il y a l'actualité tout de suite. Il y a un match à Lyon. Il y a un match à jouer contre Lyon. Qui joue Marquinhos et Aurier est sanctionné. Je pense que c'est peut-être là. Oui, mais c'est ce qui est important. Si on demande une réaction de la part du club et de la part du staff, c'est de sanctionner Aurier, de le mettre de côté pendant un temps. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire que Marquinhos le remplace. C'est ça le geste qu'il faut. Une sanction finale par un départ.
parte tout simplement, voilà, ce sera là. Oui, mais quand on parle de l'institution, c'est tout de suite, c'est pas en fin de saison qu'il doit y avoir une réaction par rapport à Après, ça. Emery est largement capable de s'en séparer. Il l'a déjà fait auparavant avec d'autres joueurs. Se séparer de joueurs parce qu'ils ont une mauvaise attitude, il l'a déjà fait, il est capable de le faire. Et je pense que Marquinhos à droite et Kipembe, Thiago Silva dans l'axe, c'est jouable. Le seul problème, c'est qu'après, tu n'as pas de remplaçant en défense centrale. Mais sinon, au niveau de l'équipe titulaire, ça se joue. Qui joue plus depuis. Oui, il a plus sa place au milieu. Il nous dit aussi. bonjour de temps en temps au milieu de terrain, sur le terrain. Voilà, c'est pour. On va mettre fin à ce débat. Il faut qu'on passe au deuxième maintenant de cette émission. On va revenir sur le match de Ligue des Champions et plutôt sur l'entraîneur parisien Unai Emery. Je vous ai posé cette question sur les réseaux sociaux ce week-end, à savoir est-ce que Emery peut encore sauver sa tête à celle du PSG. Vous étiez à une écrasante majorité pour qu'il puisse sauver sa tête au sein du Paris Saint-Germain avec les matchs qui arrivent, avec les futurs titres qui pourraient aussi tomber dans l'escarcelle du Paris Saint-Germain d'ici la fin de la saison en coupe ou en championnat. Est-ce que déjà, pour répondre à cette première question, est-ce qu'il est en danger et est-ce qu'il peut encore sauver sa tête à celle du PSG? Je ne pense pas qu'il soit en danger. Je ne vois pas pourquoi il le serait. Il a raté un match. Je continue à croire que c'est le bon coach pour le Paris Saint-Germain. Je pense que Emery, c'est un coach qu'il faut avoir au moins 2 ans pour voir le fruit de son travail. S'il fait son mercato cet été et qu'on lui laisse les mains libres avec une direction un peu plus forte et qui a un peu plus d'autorité sur le groupe, je pense qu'il peut faire quelque chose de très grand l'année prochaine. Après, bien sûr, le match du Barça, il l'a raté, il a complètement raté dans sa gestion psychologique, dans sa gestion du stress. Et je pense qu'il a loupé, mais comme un joueur peut louper ses matchs. On parle de la tactique aussi tout à l'heure. Stéphane. Moi, je n'ai pas encore d'opinion définitive sur Unai Emery, mais je sais une chose, c'est que je pense que si Paris Saint-Germain n'est pas champion, il ne pourra pas rester. Voilà, on ne lui pardonnera pas d'avoir raté et le championnat et la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on va mettre du temps à la digérer, mais si Paris conserve son titre, je pense que Unai Emery repartira pour un tour. S'il n'est ni champion, ni pour la Ligue des Champions, c'est terminé. On ne se contentera pas d'une Coupe de la Ligue hypothétique, elle n'est pas encore gagnée contre Monaco. Ou une Coupe de France. Et d'une Coupe de France, il faudra déjà éliminer Avranches, mais ça devrait quand même être faisable. Mais voilà, je pense que les coupes nationales ne suffiront pas. Si Paris Saint-Germain est champion de France, Unai Emery sera là en août prochain pour une 2e saison au Paris Saint-Germain. Marc. Moi, je pense que je ne suis pas entièrement convaincu. Je pense que le PSG peut ne pas être champion sans qu'il soit jugé. Ce serait une analyse juste du résultat, ce serait dommage. Si la fin de saison est convaincante, si le PSG aligne que des victoires, mais c'est Monaco qui est vraiment au-dessus, qui bat des records, je pense que ce sera quand même une circonstance atténuante qui sera prise en compte. Maintenant, effectivement, c'est tout ce qui reste maintenant qui vont lui accorder une crédibilité et qui lui permettront d'avoir une possibilité de faire une seconde saison. Sinon, ça va être très compliqué parce qu'il y aura une telle pression médiatique, mais chez les supporters, le staff, qui lui remet en confiance. On sait que ça a très bien marché pour Laurent Blanc l'année dernière. On pourrait d'ailleurs digresser là-dessus et aller jusqu'à la gestion de Nasser de ce qu'il fait au Paris Saint-Germain, parce que peut-être que le point de départ de tout ça, c'est lui. Alors, et tu sais quoi, Stéphane, c'est la question bonus du jour. Il a une gestion beaucoup comme trop pas amicale. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Tout à fait. En même temps, ce qu'a fait Nasser la saison dernière par rapport à Laurent Blanc, c'était tout à fait logique. S'il y avait une saison à finir, il ne pouvait pas non plus le discréditer et dire de toute façon il finit la saison puis au revoir, ou le remplacer immédiatement. C'est une démarche logique pour sauver la saison. Alors pour revenir sur Unai Emery, tu nous le disais Gary, qu'il avait raté le match dans la gestion, l'aspect psychologique, l'approche du match et sa gestion du stress. On peut pas reparler aussi un petit peu de la tactique parce qu'on a eu quand même a priori des infos comme quoi la tactique mise en place de reculer, de jouer très bas, c'était aussi son idée à lui à la base et que on a dit après le match qu'il voulait jouer vers l'avant et après il y a la tactique que tu penses, il y a la tactique qui apparaît dans le match avec le film du match. Tu subis aussi la tactique de l'adversaire, tu joues pas tout seul. Et je pense que Emery avait une idée d'attaquer le Barça. Le problème, c'est que les joueurs psychologiquement sont complètement tombés. Après, moi, ce qui m'a pas plu, c'est les choix. Après, on en a déjà parlé plein de fois, mais le fait de ne pas avoir fait rentrer Pastore, je trouve ça dommage. Les choix tactiques qui font passer, en plus du stress, font passer une certaine peur aux joueurs. C'est sûr que là, tu avais besoin d'un joueur qui contrôle un peu le ballon, qui fasse des passes. On a vu qu'il n'y en avait qu'une dans le jeu. Oui, c'est sûr, il aurait pu tenir le ballon Pastore, un peu plus tranquillement. C'est quelqu'un qui n'aurait pas paniqué
je pense. Mais il n'y a pas que ça. Du Barça, on a entre appris autres. que Rabiot était malade toute la semaine, avait fait jouer un seul entraînement et il joue les matchs de Ligue des Champions. Parce que, quand même, Paris Saint-Germain avait réalisé le plus beau match de son histoire au match aller. Donc il était très tentant, et face à ce même FC Barcelone, il était très tentant de remettre les mêmes en disant le discours, on repart comme s'il y avait 0-0, on a gagné 4-0, on a conservé notre... Non mais tout à fait d'accord. Non mais ce que je veux dire, c'est que les choix de départ, ils sont assez logiques. Ils sont assez logiques. Kimpembe remplacé par Thiago Silva qui allait mieux. Et voilà, donc on peut pas vraiment. Je pense pas qu'il y ait eu des erreurs. Un joueur comme Rabiot qui a été malade toute la semaine, qui n'a pas fait un seul entraînement dans toute la semaine, c'est compliqué de le faire rentrer sur un match de Ligue des Champions. Oui, mais je pense que ce qui a prévalu, c'est le match aller et cette démonstration et cette qualité montrée pendant 90 minutes face au Barça à l'aller. 4-0, on est tenté, quand on est entraîneur, de faire confiance aux mêmes. Alors après, effectivement, le contexte avait changé. Rabiot avait été malade toute la semaine. Di Maria avait été blessé. On a vu qu'il a fait le choix de ne pas le faire débuter. Est-ce que Pastore, mettant le pied sur le ballon, c'était bien pour ce match-là? On ne saura jamais. Si, il y aura des si tout au long. C'est juste pour expliquer que les choix d'Emery sont assez compréhensibles. Ils étaient tentants puisque ça avait si bien marché avec la même équipe 2 semaines plus tôt. Oui, c'est sûr. D'autant plus que, franchement, je pense que c'est vraiment le mental qui est primé là-dessus, plus que la tactique, plus qu'autre chose, parce qu'on a vraiment vu une équipe qui s'est tétanisée, qui n'a pas joué, qui ne faisait rien du tout. Effectivement, cette statistique avec une seule passe réussie lors des 10 dernières minutes, c'est pas pour rien. Ce sont des joueurs comme une certaine technique. Voilà, on peut mettre toutes les tactiques qu'on veut, tous les systèmes, si les joueurs craquent. En cours de match, tu veux faire passer des messages à tes joueurs, tu peux leur montrer non, les gars, on va pas se laisser faire, on va pas subir tant que ça, on fait rentrer un Pastore, on fait rentrer quelqu'un qui va aller vers l'avant, et on va pas faire rentrer quelqu'un qui va plus faire reculer le bloc. C'est vrai, moi j'attendais beaucoup de la pause. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, à la pause. On l'a vu. À part le penalty, il est 5 minutes. Mais après, c'est très haut pour je pensais qu'il y aurait un vrai changement et que même dans son discours, il serait rassurant. Il dirait à ses joueurs, bon voilà, il y a 0-2. 0-2, c'est pas catastrophique. Et on s'aperçoit qu'en fait, le message, il passe pas du tout, puisque d'entrée de jeu, ils reviennent sur le terrain et ils prennent le 3e. Et là, évidemment, je ne suis pas d'accord. On voit très bien que justement ils se mettent à presser très haut, etc. Le 3e but, c'est un penalty qui est un peu stupide, c'est Meunier qui tombe et qui met sa tête plus ou moins pour bloquer Neymar. Mais le PSG se met à presser très haut et change sa c'est l'entrée de Di Maria surtout qui permet de changer un peu les choses. Sur ce match de Barcelone, et même Di Maria sur une jambe et demie était meilleur que Lucas sur deux mercredi soir. Est-ce que vous avez l'impression, pour terminer sur ce débat, que Unai Emery est totalement respecté d'abord au sein même de son groupe? Je pense qu'il est respecté. Après, le problème, c'est qu'ils ont mis longtemps à accepter ses méthodes et à accepter sa venue et son idée, sa philosophie de jeu. Du coup, c'est pas quelque chose que tu mets en place aussi rapidement que ça. Et contre le Barça, c'est quelque chose que tu dois complètement sortir de Unai Emery ou pas Unai Emery. Je pense que c'est vraiment quelque chose où tout le monde est tombé psychologiquement, le coach y compris. Mais avant, on avait quand même des très bons signaux avec Emery et le reste du groupe. Ça se passait très bien. Donc je pense qu'il ne faut pas remettre tout en cause non plus avec ce match qui peut expliquer par des millions de faits qui font qu'ils ont plongé. Marc ? Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que cette position, quand le PSG est voilà, il peut perdre quelque chose, comme là, il pouvait perdre la qualification. Ils avaient la qualification en poche et ils sont rentrés sur le terrain en disant on peut perdre, mais on ne peut pas gagner. Il y a ce manque de, je ne sais pas, il y a un petit déclic qui doit se créer. Pareil contre Manchester City, j'y reviens. Je pense qu'ils se disaient on est favori contre Manchester City. Voilà. Après tout ce qui s'est passé dans la saison, et ils disaient on peut perdre une qualification, qui nous tend les bras, et voilà, à chaque fois ils se loupent à ce moment-là. Donc il y a vraiment, je pense, un travail psy. C'est peu courant dans le football, il n'y a pas une équipe psychologique qui est là pour, mais il y a quelque chose à faire en tout cas, ou un leader, etc. Mais je pense que c'est vraiment là fondamental, ça fait 2 saisons de suite quand même. Une équipe déprimée. Je pense qu'il n'y a pas de question à se poser sur le fait que le message de Unai Emery passe auprès de ses joueurs et qu'il est respecté. C'est une évidence. Et repensons qu'il sera toujours l'homme du 4-0 au Parc des Princes. Il sera l'homme aussi du 6-1 ou du 1-6. Il sera aussi l'homme du 4-0. Donc il a tiré la quintessence de son groupe sur le match aller. On sait qu'il peut le faire. Il peut le faire. Donc ça veut dire que les joueurs sont avec lui, qu'il n'y a pas de problème et que son message, il passe très bien. La preuve, ils sont capables de jouer le plus beau match de l'histoire du PSG. Sauf que 15 jours après, ils sont capables de jouer le pire. Et c'est là qu'il y a un delta qui est trop important. Le vrai problème, je pense, comme dirait la presse espagnole, qui aime beaucoup, c'est fin des cycles. C'est la fin de cycle de ce groupe créé par Leonardo.
faut renouveler cet effectif avec de nouveaux cadres. Et ça fera partie des différentes discussions que nous aurons dans la question bonus demain, puisque nous reviendrons sur les propos de Nasser Al-Khelaifi dans le journal Le Parisien, qui annonce des changements importants pour l'été prochain. On verra de quoi il en retourne. Mais d'abord, place à la dernière minute de cette émission. Avec les questions rafales habituelles, et vous allez voir qu'on va reparler à la fois de la Ligue des Champions et aussi un petit peu des différents joueurs du Paris Saint-Germain. D'abord, est-ce que ce Barcelone-Paris Saint-Germain est un plaidoyer pour la révision vidéo, l'arbitrage vidéo? Oui, non. Non. Oui. Non. Oui, Non. pourquoi Maradon, pourquoi vite fait, rapidement? Prenons le penalty de Meunier sur... Il peut être interprété de mille façons. Voilà, exactement, c'est l'exemple même. On revoit les images, alors il y a péno, il n'y a pas péno, il se relève. En tant que supporter du PSG, évidemment il n'y a pas péno. Le mec est à terre, il ne voit même pas l'autre arriver et on peut penser que Neymar a plongé. Après, quand on regarde, on va la regarder 10 fois celle-là et le supporter barcelonais va vous dire que finalement il l'a touché et que donc il y a eu faute. Alors c'est une interprétation. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit ça le fond. Il n'y a pas eu de but litigieux. Ouais, ça ne va pas enlever l'incertitude en fait. Voilà, il y a eu des actions, il y a eu des choix, il y a eu un cinquième arbitre. Alors maintenant on sait qu'il y a un cinquième arbitre en football. Hein. Jusque-là il ne disait rien, mais pour le match du PSG, il a eu des choses à dire. Alors, rapidement. Des fois, c'est plus litigieux et des avis peuvent être contraires ou différents, mais des fois, c'est quand même flagrant. Là, je suis désolé, le penalty de Suarez, on peut prendre tous les spécialistes, 150 arbitres, il n'y en a pas un qui va dire qu'il y a penalty. Sinon, vous me le trouvez. Oui, tout à fait. Bon, voilà, sur cette question de la review vidéo qui continue de faire débat. Et là, c'est pareil, à chaque fois qu'on parlera d'arbitrage, de toute façon, ça fera toujours débat. Est-ce qu'il faut donner de l'importance à la pétition qui est en train d'apparaître en ligne, plus de 200 000 signatures, ou est-ce que c'est un c'est bien mal connaître l'UEFA, c'est-à-dire que pas forcément pour l'UEFA d'ailleurs, non, mais simplement dans ceux qui ont regardé le match. Le jour où on rejouera un match suite à une pétition, c'est la fin du football. Je ne parle pas forcément pour rejouer, hein, mais je parle de l'importance plus le football a 120 globale. ans, il y a 120 ans d'erreurs d'arbitrage. Pétition, c'est le fruit d'une frustration surtout. Non mais c'est pas ça. Le but de cette pétition, c'est pas de le rejouer le match. Tout le monde sait, tout le monde sait que ce ne sera pas rejoué. Continuons à débattre. C'est une manière pour remettre en contexte ce qui s'est passé avec les erreurs d'arbitrage qui ont été beaucoup. Si on prend la question c'est si on prend au sérieux une pétition qui demande à rejouer le match, c'est-à-dire qu'on se demande si le match serait rejoué à cause de cette pétition. Donc non, il ne faut pas la prendre au sérieux. Après, une pétition comme celle-là ne fera pas rejouer le match, mais elle peut avoir un impact dans les têtes en se disant, voilà, on ne peut pas faire... Moi, je lance un exemple pour que l'on rejoue le dernier quart d'heure de Lorient PSG. PSG peut marquer. Il y a eu une pétition après la défaite de l'équipe de France à la finale de l'Euro. Enfin, c'était pareil. Voilà, la question est évacuée. Il ne faut pas le prendre comme ça au premier degré en se disant, oui, c'est pour rejouer le match. Il y a des choses qui sont derrière. Relancer le débat sur l'arbitrage. Non, mais alors c'est tout simple, je vais faire une comparaison. Quand le Camp Nou crie et il y a 95 000 personnes, ça influence l'arbitre. Mais c'est normal. Voilà. C'est pas partie du football. Là, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Le Camp Nou, en plus, ça crie pas si fort. Hein. Ça n'a rien à voir avec Bernabeu, ça n'a rien à voir avec Dortmund. C'est un public de spectateurs. J'aurais été sûr qu'il allait sortir le Benfica. Voilà. Oui, tout à fait. Évidemment. Bon, alors, prochaine question, parce qu'il faut qu'on termine rapidement cette émission. Edinson Cavani doit-il être le capitaine du PSG la saison prochaine? Pourquoi pas, ça dépend. Alors, il a le caractère, il a la grinta, il a toute l'envie. C'est peut-être dans le naufrage du Camp Nou, c'est le seul. C'est le seul qu'on peut ressortir un petit peu. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il se consacre à ce qu'il fait de mieux, c'est de marquer des buts et pas perdre son énergie à discuter avec des arbitres sur les... ce caractère de leadership. Moi j'aurais aimé, mais je suis un peu déçu, j'aurais aimé que ce soit Blaise Matuidi parce qu'il avait, je pense, le rôle, c'est-à-dire qu'il est au milieu du terrain. C'est un battant, il est passé complètement à côté comme les autres au Camp Nou. Thiago Silva, c'est pas le bon. Après, est-ce qu'Adrien Rabiot, dans les mois qui viennent, ne peut pas être celui-là? Le problème, c'est que si tu l'enlèves à Thiago Silva, tu le tues. Ouais.
comme ça s'est passé en Seleção, ils ont commencé par lui enlever le capitanat. Après, ils ont dû même plus le sélectionner parce que c'est pas possible. Thiago Silva se sent capitaine et a envie d'être capitaine. Et si dans une équipe tu lui enlèves le capitanat, tu enlèves une légitimité. Et ce serait terminé avec Thiago Silva. Avec François Fillon, la seule possibilité, c'est que lui se retire. Et là, il peut te donner un À partir du moment où il y a la politique qui rentre, on va changer de question. Et dernière question, un petit bonus déjà. Est-ce que le PSG va perdre Marco Verratti au prochain mercato? Je pense pas. Il est sous contrat. Donc, avec les affaires différentes. Tu perds Marco Verratti, tu perds ton plus grand talent. Ce serait bête. Je pense qu'il y en a deux qu'il ne faut pas lâcher. Verratti, Marquinhos. C'est Rabiot et Verratti. Voilà pour Marquinhos, j'ai peur que ce soit un Thiago Silva bis, avec des qualités énormes, mais un moral pas forcément, quelque peu friable. Moi, je pense qu'il faudrait lui enlever justement le Thiago Silva à ses côtés, et il prendrait tout de suite une ampleur un peu plus grande. Avec Kipembe ou avec quelqu'un qui prendrait sous son aile. C'est un peu violent avec Thiago Silva quand même. C'est un petit peu violent, mais c'était aussi pour voir un peu le but des questions mais quand on voit Thiago Silva, moi je ne comprenais pas la réaction des Brésiliens avec Thiago Silva après la Coupe du Monde et après ses multiples erreurs en sélection et son manque de leadership. Mais finalement, plus le temps passe et plus je les comprends. Ils ont très bien fait de ne plus le prendre et là ils ont renouvelé leur effectif. Et il faut qu'on rentre l'antenne, donc on va s'arrêter là pour nos discussions, mais on va reprendre. C'est passé très très vite, une demi-heure, quand il y a beaucoup d'actu comme ça. Et évidemment, on continuera de débattre demain dans le bonus. Merci à tous d'avoir été sur ce plateau. On rappelle le prochain match, il n'y en aura qu'un cette semaine. Il va falloir s'habituer à ce rythme-là maintenant. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est PSG Lyon. Dimanche soir, en Ligue 1, une belle affiche. Et on va surveiller de près la réaction des Parisiens devant leur public pour leur premier match au Parc depuis cette défaite à Barcelone. Merci d'avoir été avec nous et bonne semaine à tous. Salut.